Bonjour les trentenaires, les fiers, ceux qui portent avec engouement cet âge qui nous a longtemps effrayés. Bienvenue chez les fiers trentenaires, votre tout nouveau podcast où l'on parle de la vie, des défis et des moments qui façonnent une trentaine optimiste, épanouie et forte. Je suis Darlène, une trentenaire qui a longtemps attendu de vivre enfin cette tranche d'âge et qui se dit fière d'y être arrivée. Ensemble, nous discutons en toute bienveillance et sans tabou de sujets variés, notamment de l'évolution des relations, qu'elles soient familiales, amicales ou amoureuses, des difficultés quotidiennes, d'indépendance financière, de responsabilité, de charge mentale, de pression sociale, de bien-être et bien d'autres sujets qui font vibrer notre génération. Si vous aussi avez envie de célébrer cette période intense de la vie et de vous inspirer pour avancer avec confiance, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous donc à embarquer pour une aventure pleine de couleurs, de rires, de découvertes, mais aussi de sensibilité. Les Fiers Trentenaires, c'est votre tout nouveau podcast incontournable pour vivre la trentaine à fond. Reid Hoffman, cofondateur de LinkedIn, a une citation qui résume parfaitement l'état d'esprit d'un entrepreneur. Elle dit « Un entrepreneur est quelqu'un qui saute d'une falaise et construit un avion en plein vol. » C'est une image forte qui parle de prise de risque, de créativité, mais aussi de courage. Si vous avez écouté l'épisode 7 de notre podcast, vous savez que lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, il est souvent question de courage, surtout en Afrique. Je suis récemment tombée sur l'article d'un web magazine qui disait que la jeunesse africaine est la plus entreprenante au monde. Je suis de ceux qui pensent que c'est parce qu'on n'a pas vraiment le choix qu'on se lance. Le fait que l'Afrique soit encore si peu industrialisée et par conséquent peu développée, nous pousse à créer nos propres opportunités. Hormis le fait qu'il y ait encore plein de secteurs dans lesquels innover, on a une immense envie de réussir, mais face au manque de structures, d'emplois et de systèmes pour nous soutenir, on est souvent obligé d'inventer notre propre chemin. On ne saute pas d'une falaise par choix, on se retrouve au bord du précipice et on doit construire un avion pour s'en sortir. L'entrepreneuriat en Afrique, c'est à la fois un rêve, une nécessité et un acte de courage quotidien. Mes invités d'aujourd'hui, oui, vous avez bien entendu, on aura plus d'une personne avec nous dans cet épisode. Je vous en dis plus dans quelques instants, mais sachez déjà que mes invités d'aujourd'hui incarnent parfaitement cette mentalité. Deux fiers trentenaires au parcours déjà impressionnant, et bien qu'ils aient construit la plus grande partie de leur carrière dans de grandes structures du pays de Marianne, telles que la SNCF et Value Park, le désir de construire leur propre chemin coule dans leurs veines, comme dans celles de beaucoup de jeunes Africains. Harris et André Charles ont pas mal de choses en commun. L'un se décrit comme un amoureux de la photographie et l'autre a fait du développement personnel un de ses hobbies. Tous deux, anciens Bessieux-Arts, ils ont obtenu leur baccalauréat dans le célèbre lycée Monseigneur Bessieux, alors que moi, je finissais ma première année au collège Bessieux. Ils ont ensuite pris leur envol pour la France pour enrichir leurs connaissances et construire leur carrière. Ils sont aujourd'hui cadres de grandes entreprises françaises, mais leur cœur et leur ambition restent tournés vers le Gabon, leur pays natal. Ce sont deux entrepreneurs nés, animés par la volonté de créer, d'innover et de contribuer activement au développement de l'Afrique. Ce qui est fascinant, c'est que malgré leur réussite personnelle dans un environnement très structuré et exigeant, ils ont ressenti un appel, cette nécessité de construire leur propre avion, pour eux-mêmes, pour leur famille, mais aussi pour les autres. Ils sont la preuve vivante qu'on peut concilier une carrière brillante en entreprise et l'entrepreneuriat, que l'on peut s'inspirer de méthodes d'organisation de grandes structures pour les appliquer à ses propres projets. Aujourd'hui, nous allons donc échanger avec André Charles Minsa Doango et Harris Ovon Moulengi. Nous allons parler de leur parcours, de leur motivation, de leurs défis et de la façon dont ils perçoivent l'entrepreneuriat à la fois en France et au Gabon. Nous allons découvrir comment ils naviguent entre les deux mondes, comment ils tirent parti de leur expérience à l'étranger pour nourrir leur vision pour l'Afrique. Je suis honorée et très heureuse de recevoir deux Mensana Incorporé Sano. Bienvenue messieurs et merci d'être venus avec nous aujourd'hui pour échanger sur le thème qui vous passionne, l'entrepreneuriat. Salut Harris. Salut Darlène. Comment tu vas André ? Ça va très bien. Alors, je vous disais avant qu'on allume les micros que ça va être compliqué pour moi d'échanger avec deux personnes en même temps.
C'est ma toute première fois dans le podcast, donc je vous demande beaucoup d'indulgence pour ne pas dire un peu. Autant à vous qu'aux auditeurs, mais je suis quand même super contente de vous recevoir pour parler de l'entrepreneuriat. Et avant, j'aimerais savoir comment ça a été. Vous êtes arrivé récemment, comment se passent les vacances au Gabon, et c'était quand la dernière fois que vous êtes venu? Qu'est-ce qui a changé depuis? Bon, ça va être un exercice, autant pour vous que pour moi, on va faire tour à tour. Déjà, ce qu'on va se dire, c'est qu'on est hyper surpris, je pense. Toi aussi, Charlie. Tout à fait. André Charles. André Charles. On peut m'appeler Charlie, ça marche aussi. Voilà, parce qu'André Charles et moi, comme tu l'as dit, on se connaît depuis tout jeune. On avait une dizaine d'années. On était ensemble déjà au collège Bessieux, qui était l'annexe de Bessieux, donc qui est devenu Calazans plus tard. Et on est très surpris. Tu as été à Bessieux comme nous. C'est super. Mensana incorporé sano. Le monde est petit. Oui, le monde est très petit. Bessieux est grand. Ouais. On va dire ça comme ça. Ouais. On va dire ça comme ça. Non, mais c'est cool. Franchement, merci de nous recevoir déjà. Non, moi, je suis ravie. Je suis contente d'avoir deux têtes bien pleines comme ça en face de moi. Sois pas trop impressionné parce que on est assez simple. On a vraiment, c'est vrai qu'on a eu un parcours pour nous qui est pas exceptionnel, assez simple. On a fait des études, voilà, on a été bien encadré, bien accompagné, on a fait des choix qui nous ont menés là où nous sommes aujourd'hui. Tu parlais tout à l'heure du fait d'être entrepreneur. Oui, c'est vrai que l'entrepreneur qui lui saute de la falaise et ensuite construit un avion pour éviter de se cracher, c'est vrai que c'est une des définitions qu'on peut avoir, c'est vrai. Mais il y a aussi la définition qui consiste à dire, elle est très basique, il y a un besoin, je vais répondre à ce besoin parce que j'ai des solutions que je peux apporter, tout simplement, ça part déjà de là. Et ensuite, ces solutions-là, est-ce que j'ai un modèle économique adapté pour pouvoir faire perdurer la solution? Parce que c'est toujours la même question. Je peux trouver une solution à un problème, mais si elle c'est pas périn, l'entreprise demain meurt. Donc le but d'une entreprise, c'est pas de mourir, c'est de continuer à exister. Et c'est pour ça qu'elle se transforme avec le temps, en fait. Oui. Alors, Aris, il va vite en besogne. Oui. On était au niveau de vous êtes arrivé récemment. C'est ça, les vacances. Non, mais j'allais venir. Voilà, oui. J'allais venir sur les vacances. Donc, je vais passer la parole à Charlie, mais moi, je suis arrivé samedi de Marseille, parce que je vis à Marseille, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Comme tu le disais, moi, je suis directeur régional pour le TGV en région Provence-Alpes-Côte d'Azur depuis déjà 4 ans. Et voilà, c'est un métier qui me plaît beaucoup. Une entreprise qui est très grande, c'est leader mondial dans le ferroviaire. C'est vrai que là, les vacances au Gabon, ça fait du bien parce qu'on peut couper un peu. Ouais. On peut se ressourcer, retrouver les familles, retrouver les amis et aussi découvrir parce qu'on est venu en vacances aussi pour découvrir le pays avec nos enfants et qu'ils voient un peu là où on a grandi. Vous étiez passé le mot ou bien c'est le hasard qui fait que vous soyez en congé tous les deux en même temps? Si on s'est passé le mot, en fait, on a tendance à venir, mais à chaque fois qu'on vient, l'un l'autre, on ne se croise pas. D'accord. Donc, on s'est donné quand même une certaine rigueur, pour moi, d'être là au moins tous les 2 ans, avec les enfants, la famille, pour garder le lien avec le pays, parce que vu on vit en exil, les enfants évoluant dans un autre système, ils ne se reconnaîtront pas s'ils ne créent pas de souvenirs, s'ils ne créent pas de connexion avec le pays. Donc, il est nécessaire pour nous de revenir de temps en temps. Et cette fois-ci, on s'est dit, moi je serai là au mois d'août, lui aussi. Et on a un ami aussi qui vit maintenant ici, qui était au Cameroun et qui vit maintenant ici. On s'est dit, venez, on s'organise et on est là tous en même temps. Et là, pour de vrai, on visite le Gabon. D'accord. Ok, en tout cas, bon retour chez vous. Merci, et on espère que vous allez profiter du temps que vous allez passer ici. Je pense, si vous avez écouté les épisodes précédents, que vous connaissez notre rituel d'introduction. Un rituel qui consiste à demander l'âge de l'invité que j'ai en face de moi, qu'il le prononce à haute voix, de sorte à lever le tabou sur l'âge qui est souvent perçu comme... On a un peu honte de dire son âge, surtout quand on est une femme. Et du coup, Aris et André Charles, quel âge vous avez et comment est-ce que vous le vivez? Alors moi, j'ai 39 ans, donc je suis sur la fin de ma trentaine. Voilà. Et je vis très bien mes 39 ans en tant que père.
mari et frère aussi, hein, avec Charlie, avec ma famille de sang, on va dire. Donc je suis très bien, je suis très heureux, sincèrement. Voilà. 38 ans, j'ai 38 ans et je le vis très bien parce que j'ai toujours voulu être un petit peu vieux. Je sais pas pourquoi, c'est la barbe, c'est la barbe. Les cheveux blancs, oui, la tout barbe, est blanc chez toi. Exactement, la sagesse. Il y a un truc avec l'âge qui me dit que plus on prend de l'âge, en fait, plus on a de l'expérience, plus on a expérimenté la vie. Et 38 ans, en fait, je ne m'imaginais pas autrement que ce que je suis aujourd'hui. Ouais. Donc aussi très heureux, très content d'être tout comme Harris. Mari, père, frère, fils. Hein, et maintenant chef de famille. Et du coup, quand vous vous projetiez, à l'époque où vous vous êtes rencontrés au Collège Bessieux, que vous vous projetiez dans 10 ou 20 ans, est-ce que vous vous imaginiez comme la personne ou les personnes que vous êtes aujourd'hui ? Comment s'imaginer ? Moi, je me suis toujours projeté très longtemps et en fait, j'ai eu beaucoup de projections à court, moyen, long terme. Et en fait, quand j'étais au lycée, je me disais, on avait vraiment l'impression que c'était très loin d'avoir 20 ans, 25 ans. Là, je me disais, bon, quand j'étais au lycée, je passais le bac, je me suis dit, à 25 ans, je suis censé avoir un taf, une femme, être posée, stable, et commencer à faire des enfants. J'ai eu 25 ans. J'avais un taf, j'avais pas de femme, j'avais pas d'enfant. C'est arrivé 2 ans plus tard, pas mal. Et en fait, quand j'ai atteint cette étape, puisque c'était une remise en question, donc 27 ans, j'ai réalisé ce que je devais réaliser. Je me suis dit, bon, maintenant on est là, c'est quoi la prochaine étape ? Avant mes 35 ans, il fallait que je sois propriétaire. Donc, j'ai mis les choses en place, et à 30 ans, je suis devenu propriétaire. Et quand j'ai eu 30 ans, je me suis dit, bon, je suis propriétaire, ok, très bien. La prochaine étape, c'est quoi ? Je suis salarié, j'ai une femme, j'ai des enfants, c'est good. Qu'est-ce que je fais ? Apporter quelque chose à la société. Comment j'apporte quelque chose à la société ? J'étais dans des milieux associatifs, essayer de faire quelque chose, association des étudiants, je me suis dit, pas suffisant. Donc je me suis reprojeté en disant, bon, à 45 ans, il faut que j'ai fait un truc qui ait impacté la société, mon pays, le Gabon, et, sans avoir une trop grosse tête, potentiellement la planète. Donc, on est à cette étape, là où ma prochaine étape, c'est 45 ans, il faut que j'ai fait quelque chose. Et tu y travailles déjà ? Et j'y travaille déjà. D'accord. Ok, merci. Harris ? Ouais, il a tout résumé, hein, Charlie. C'est effectivement ça, on va pas dire que c'est un plan de carrière, mais c'est-à-dire qu'il faut cocher des cases. Et quand j'étais à Bessieux aussi, moi je me disais que quand j'allais avoir 25 ans ou 30 ans, il fallait impérativement que j'ai un super taf, il fallait impérativement que j'ai une vie bien construite. Il parlait de la propriété. Moi, j'ai un peu suivi Charlie d'ailleurs. En général, c'est souvent lui qui me fait des conseils. C'est-à-dire qu'en fait, il me disait, ouais, moi je vais plutôt faire ça et tout. Je dis, ah ouais, c'est pas mal et tout, donc je vais le faire parce que ouais, c'est vrai qu'on se nourrissait un peu de différentes étapes. Donc il a été propriétaire, moi je suis devenu après lui. Bon, papa, je vais pas dire que c'est toi qui m'as poussé dans le lit pour devenir papa, mais c'est vrai qu'on s'inspire les uns des autres et on a quasiment les mêmes affinités, les mêmes parcours. Et oui, la prochaine étape là, c'est d'impacter le pays, le continent. En France, ça se fait déjà pas mal. J'ai des activités, moi, là-bas, personnellement, au niveau politique, là-bas. Je ne parle pas de politique ici, mais j'en parle là-bas. Mais ici, vraiment, l'objectif, c'est d'avoir un projet qui réussisse à changer ou à faciliter le quotidien des Gabonais. D'accord. L'enjeu, il est là, en fait. Ok. On ne va pas rentrer dans le vif du sujet encore. Oui, pas encore. Mais... vous allez nous en parler plus tard. Mais bon, comme vous avez constaté, je n'ai pas fait d'introduction ou de présentation personnelle de vos différents profils. Et donc, moi, j'aimerais que vous nous parliez de vous avec vos propres mots. Quel a été votre cursus scolaire ? Bon, on sait que vous êtes passé par le lycée Bessieux. Ensuite, vous avez fait les études d'où ? Comment ça s'est passé les premières années au niveau études, etc. Quel type d'adolescent vous étiez ?
Moi, j'ai envie que vous me parliez éventuellement de quelques professeurs à Bessieux à qui je pourrais demander de témoigner de quel type de lycéen vous étiez. Et donc voilà, dites-moi qui se lance le premier. Je me lance le premier, si tu veux bien, Aris. Bien sûr. Après, il va te copier encore. Hein. C'est mon inspiration, Charlie. Tout le monde le sait. Non. Tu m'as beaucoup inspiré aussi. Hein. Ah, ça me fait plaisir. On va arrêter de se jeter des fleurs. Donc, Bessieux. Donc, Bessieux, on a fait la terminale D ensemble. Donc, moi, j'ai toujours voulu faire des sciences. Mon père était prof de mathématiques. Et du coup, j'ai toujours pas eu l'envie de faire de mathématiques parce qu'étant bercé dans ça. Donc, la physique et les sciences appliquées, ça me parlait plus. Donc, j'ai été pris dans un cursus qui était en partenariat entre le gouvernement gabonais et les IUT en France. Okay. L'ADUT, je crois, à l'époque, c'était ça. Et moi, à l'époque, je voulais faire génie génétique. Puisque j'étais fan de tout ce qui était sciences, biologie, mutations génétiques et autres. Et je me suis retrouvé, du coup, à 3, à faire un DUT en génie mécanique et productique. En génie mécanique et productique. Et en fait, génie mécanique et productique, c'était un truc en lien avec les voitures et la production. Et moi, les voitures, à part la couleur, ça me portait pas beaucoup. Donc, le premier semestre était assez relativement difficile parce qu'il fallait s'adapter sur des choses et des matières que les gens avaient déjà fait. Mais je m'en suis quand même bien sorti. En DUT, j'ai été 5e de la promo et je suis rentré en école d'ingénieur après ça. Et en fait, c'est en DUT que j'ai découvert ce qu'on appelle l'énergie. Donc tout le monde parle d'électricité, de machin, mais en fait j'ai découvert l'énergie et notamment le solaire. Et du coup je suis parti à Polytech Marseille pour faire une école d'ingénieur en mécanique énergétique. Et là-bas j'ai eu l'occasion de faire un semestre d'échange au Brésil, c'est pour ça que je parle portugais. Je suis parti 6 mois là-bas. Et Obrigado. Et je suis parti 6 mois là-bas et en fait j'ai découvert un autre monde qui a élargi mes esprits, mon horizon aussi. Et je me suis dit que j'allais me lancer dans la recherche. Donc j'ai travaillé pendant 2 ans au CNRS sur la simulation numérique des panneaux solaires polymères. J'ai fait ça pendant 2 ans et c'était très important que j'ai fait ça parce que j'ai réalisé que c'était pas du tout ce que j'avais envie de faire. Rester derrière un bureau à lancer des calculs et machin, c'était pas ça. Moi je voulais être sur le terrain, je voulais créer, réaliser des choses. Et donc, j'ai fait un autre cursus à l'IMPGT à Marseille en management durable et euro-méditerranéen. Là où j'ai appris en fait, le fonctionnement des lois, des subventions, du marché, des quotas carbone et compagnie. Et j'ai intégré une start-up. Et là, l'entrepreneuriat est revenu. En fait, une start-up, à l'époque, on était 4. Et quand j'ai quitté la start-up en 2022, on était environ 40-50. Et quand je suis rentré, mon objectif, donc ce pourquoi on m'avait embauché, c'était structurer cette entreprise au niveau organisationnel. Et ensuite, je suis devenu chef de projet. Dans les énergies, c'était de l'efficacité énergétique. Si tu me dis si je suis un peu long. Hein. Non, ça va, t'inquiète pas. Les auditeurs sont habitués. Tu me disais, ok. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans et pendant 9 ans. Et c'était vraiment une start-up. Donc c'est là où j'ai quand même appris le plus. Parce que j'étais au four et au moulin. C'était vraiment une très bonne école. L'entreprise s'appelle Enogia. Et je suis parti peu de temps après qu'on ait fait notre entrée en bourse. Parce que je voulais garder quelque chose qui était à taille humaine. Et le fait que l'entreprise grandisse, il y a une structuration qui s'est mise en place avec une standardisation des actions des différentes personnes qui travaillaient dedans. Moi, j'étais chef de projet, en fait, j'étais un peu un couteau suisse. Donc, l'aspect finance, l'aspect calcul, l'aspect installation, l'aspect relation client, je balayais tout ça du poste que j'avais.
Et en fait, en standardisant, on est devenu... Donc, j'étais à la tête de 10 chefs de projet. Et en fait, on voulait qu'on fasse tout le temps la même chose. C'est des plannings, l'organisationnel. Et ça, ça me plaisait plus. Et du coup, je suis parti. À cette époque, j'ai voulu créer ma boîte en France. Et en fait, j'ai eu quelqu'un d'autre, un ancien client qui est venu me débaucher en me disant moi, j'ai des projets, j'ai des trucs vraiment intéressants. Je pense que ça va te plaire. Viens. Et après, on en discutera tout à l'heure. Mais il y avait cette... la fibre. Analyse, tu as la fibre. Donc, je suis toujours dans une start-up. Donc, c'est très intéressant. Mais il y a la sécurité. Ok. Étant père de famille et tout, tu dis, bon, si je lance, il y a des risques que ça ne marche pas. Comment est-ce que je peux me retrouver derrière ? Alors que ce qu'on me proposait, c'était de l'entrepreneuriat avec un risque minimisé, puisque c'est pas moi qui mettais la main au panier et que salarié, mais avec des responsabilités. Donc j'ai dit, je vais le faire pendant 2 ans et on va voir comment ça se passe. Bon, ça fait 3 ans que je suis là-bas. Ça se passe très bien. Et en fait, et ça m'ouvre d'autres opportunités. Et je voyage un petit peu à travers le monde avec ce travail. J'ai toujours aimé voyager, j'ai toujours aimé la photo. Et du coup, voilà. Donc, je suis chef de projet et responsable innovation dans l'entreprise Value Park qui fait de la climatisation à partir d'eau de mer. Ok. Merci pour... C'était très détaillé. Toujours un peu trop peut-être. Toujours très précis. C'était vraiment très précis. Donc, Aris, c'est ton tour. Moi, quand je quitte le Gabon, je vais à Aix-en-Provence donc, faire un BTS en gestion. Et ça se passe très bien, je l'ai obtenu. Après, je pars à l'université. Donc, je vais faire la licence 3 éco-gestion à l'université Aix-Marseille. Où je finis tout mon parcours, donc maîtrise, master, un master en banque, finance. Et lors de ce master-là, en fait, comme j'avais de très bonnes notes, je faisais partie des meilleurs étudiants de l'université. Ça s'appelait le cercle des leaders donc de l'université. En fait, c'est les boîtes qui venaient nous débaucher pour les alternances. Donc, j'ai pas eu à chercher mon alternance. En fait, j'ai eu le choix de choisir l'entreprise dans laquelle j'allais travailler, en fait. Et donc moi j'ai choisi la SNCF, pourtant étant en banque finance, rien à voir, mais c'est ce que disait Charlie, c'est une question de défi. Moi il me proposait en fait de gérer un projet de 3 millions d'euros. Voilà, quand on a 24 ans, gérer 3 millions d'euros, gérer un projet qui est sur la ligne à grande vitesse Paris-Marseille, rencontrer des directeurs, des décideurs en fait, de piloter tout ça, donc très 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 intéressant cette année-là. Et du coup, ils m'ont proposé un contrat à la fin de l'année, de mon alternance plutôt. Et je n'étais pas chaud. Moi, je voulais repartir en banque initialement parce que c'était mon cœur de métier. Et finalement, ils m'ont dit, écoute, ce qu'on peut te proposer, c'est on t'embauche. Tu signes un contrat avec, comme tous les contrats, tu as 3 mois. Si tu veux, tu peux partir après. Ça te plaît pas. Et t'arrêtes, donc finalement j'ai signé avec eux un bon contrat et finalement je suis resté parce que c'était vraiment très intéressant ce que je faisais. J'ai pu voyager à travers la France, même un peu l'Europe parce que j'étais aussi à Genève en tant que responsable SNCF en fait à Genève donc pour la partie suisse. Et après j'ai voyagé à travers le monde un peu aux États-Unis, en Afrique, en Europe, etc. pour la SNCF. Et après, derrière, c'est vraiment l'évolution de carrière classique où, avec le temps, on prend des responsabilités. Mais ce qui est paradoxal dans une boîte comme la SNCF, c'est la mixité, en fait. Il y a beaucoup d'hommes, il y a des femmes, il y a beaucoup d'hommes. Mais il n'y a pas beaucoup de genres, de races différentes, on va dire. Tu peux le dire, hein. Il n'y a pas beaucoup de noirs, il n'y a pas beaucoup d'asiatiques. Voilà, j'ai pas voulu être trop cru, mais noirs et d'arabes à des postes à responsabilité. Moi, typiquement, ça fait depuis 2016, ça fait 9 ans, j'ai pas vu un noir à un poste à haute responsabilité dans cette entreprise-là.
Et c'est vrai, c'est parfois déstabilisant parce qu'on se retrouve là, on se dit mais c'est moi l'erreur de la nature ou il y a un problème, c'est quoi? Je l'ai expérimenté ça aussi. Moi, tu vois, c'est bizarre en fait, c'est vraiment bizarre. Mais voilà, ça fait partie du parcours, de l'expérience, c'est ce qui te forge et c'est ce qui t'emmène aussi sur la partie entrepreneuriale et te dire c'est bien, le salariat c'est cool, on a exploré, on sait que si on fait pas d'efforts plus que ça parce qu'on est quand même assez performant, on va arriver à un certain niveau qui sera très haut, mais c'est pas suffisant. Ce qu'on veut, c'est vraiment impacter. Donc voilà. Ouais. Ok. Alors, dans un épisode, dans l'épisode 7, nous avons abordé la question de l'entrepreneuriat avec Yacine, un fier trentenaire qui ne se voit pas forcément entreprendre. Donc avec vous, j'aimerais qu'on parle des aspects plus ou moins positifs, de l'intérêt d'entreprendre, de pourquoi vous vous êtes lancé et de comment jouer les cartes de la meilleure façon possible lorsqu'on est un entrepreneur. Mais avant de commencer, j'aimerais que chacun de vous me donne sa propre définition de l'entrepreneuriat. Donc, qu'est-ce qu'un entrepreneur selon vous ? Parce que moi, par exemple, à mes heures perdues, je fais de la vente de vêtements en ligne. Je me suis mise en chômage il y a 2-3 ans, chômage volontaire. J'ai refusé un contrat qu'on m'a proposé dans une entreprise. Je ne pouvais plus rester. Donc, pour subvenir à mes besoins et à ceux de mon fils, je me suis lancée dans ce qui est une boutique en ligne de vente de vêtements pour enfants, etc. Et aujourd'hui, j'ai essayé de diversifier un peu. Maintenant, je fais de la location de vaisselle aussi, mais toujours sous la même boutique, en fait. Est-ce que vous, après avoir entendu la présentation de ma petite entreprise, vous considérez que je suis une entrepreneur ou bien je suis simplement quelqu'un qui fait une activité qui génère des revenus? Donc voilà. On va partir de la définition déjà du dictionnaire. Entreprendre, c'est oser. C'est créer, c'est proposer, c'est valoriser. Donc, à partir du moment où tu réponds à un besoin, parce qu'il y en a un, tu entreprends. Donc oui, tu es une entrepreneuse. Yeah. Voilà, donc ça, c'est gagné. Maintenant, ensuite, c'est vrai que la définition de l'entrepreneuriat ou de l'entrepreneur, c'est un peu subjectif. C'est un peu chacun avec son expérience, avec sa vision. Parce qu'on n'est pas tous fait pareil, on n'a pas tous les mêmes idées. Et moi, si je devais en donner une... ce serait tout simplement toujours de répondre à un besoin et d'apporter de la valeur. Parce que je me dis que répondre à un besoin, c'est permettre à des personnes de faire ce qu'elles veulent ou ce qu'elles doivent faire. Et valoriser, c'est apporter en fait ce petit plus qui permet en fait de se projeter, d'aller plus loin encore que ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, je sais pas si toi t'en as une autre, mais voilà. Non, je partage cet avis parce que entreprendre, c'est comme le terme entreprise. Aujourd'hui, quand tu parles d'entreprise, tu penses à une société. Je crée une boîte ou un truc comme ça. Alors que entreprise, c'était lancer une activité. Ça pouvait être une activité qui ne serait pas génératrice d'argent. Entreprendre, ça peut être entreprendre dans le milieu associatif. Je génère pas de bénéfices, je génère pas d'argent, mais j'ai créé une activité qui répond à un besoin et qui permet d'apporter quelque chose à la société, d'apporter quelque chose aux autres. Donc, entreprendre, tout le monde peut être entrepreneur. Après, il y a différentes échelles. Après, il y a le sens aussi entrepreneur au sens économique, là où c'est créer une activité, créer de la valeur, avoir une société qui, le but est en fait de générer du profit. Donc, il y a ça. Moi, petite anecdote de Bessieux. Notre première expérience d'entrepreneuriat, c'était au lycée. C'était en seconde. On avait un ami qui s'appelait Kirsch, qui avait trouvé un endroit, je sais pas où, où il avait acheté des bracelets. Il avait acheté des bracelets. Hasard à vivre des souvenirs chez Harit. Tout à fait. Il en avait amené quelques-uns. Et à l'époque, on avait au lycée, on avait créé un groupe qui s'appelait le Deus Club, en lien avec le latin, mais bon, bref. Et en fait, on avait tous ces bracelets. Et du coup, des filles, en règle générale, venaient nous demander où est-ce qu'on les avait eus, est-ce qu'on pouvait en apporter d'autres et tout. Et donc, on s'est dit, en fait, il y a un petit billet à faire. Donc, on s'est tous cotisés. Je crois qu'on avait donné 2000 à l'époque ou 5000 à l'époque, tout le monde. On avait constitué un stock.
Et je pense qu'il achetait les bracelets à 100 francs ou 150 et on les vendait à 400. Oh. Wow. Et on s'est fait un petit pactole à l'époque. Et vos camarades de classe se sont fait arnaquer. Non, pas du tout. On va pas dire ça comme ça. Parce que c'était rare. Ouais, on les trouvait pas. C'était sympa de les avoir. Franchement, c'était sympa. Et la source d'approvisionnement était méconnue. Donc, on valorisait tout ça. Il fallait les transporter. Donc, on n'avait pas introduit tous ces calculs-là dans le prix de vente. Non, c'était juste, un petit x2, ça peut être pas mal. Et en fait, c'était ça. On a fait ça pendant quelques mois, ça a plutôt bien marché. Et après, on avait décidé d'arrêter pour se concentrer dans les études. Mais, tu vois, là, déjà, c'était une première étape, une première action d'entrepreneuriat. Et on était que des élèves. Et donc, si je comprends bien, selon ta définition, André-Charles, en fait, l'entrepreneur n'a pas besoin de tout ce qui est structuré. Comme on voit aujourd'hui, il y a beaucoup de formations, entreprendre en 10 leçons, venez à tel salon des entrepreneurs, etc. On n'a pas forcément besoin d'être très structuré, d'avoir une formation éventuellement, d'avoir un agent comptable qui va faire les comptes derrière, d'avoir, je sais pas moi, suivi une formation de management, etc. pour pouvoir tenir son business. Si ma fille se lève un matin et qu'elle décide de faire des madeleines ou des crêpes pour aller vendre à Immaculée, ça fait d'elle une entrepreneur. Tout à fait, ça fait d'elle une entrepreneur, mais tout à l'heure, on parlait d'échelle. Et en fait, il y a différentes échelles d'entrepreneurs. Donc, je suis quelqu'un, comme ta petite cousine, elle ouvre son magasin de madeleines, elle commence à vendre des madeleines, je vais dire n'importe quoi, au bord de la route. Ça rend bien, ça vend bien, elle arrive à payer son loyer avec. Bon, est-ce que ça lui suffit ? Non. Elle peut se dire, mes madeleines ont du succès, ont pignon sur rue, je vais essayer de structurer et de faire quelque chose, peut-être un petit resto, avec des spécialités de madeleine. Donc, il faut que je trouve un local. Si j'ai un local, là où je vais vendre mes madeleines, et je vais vendre mes madeleines, il faut que je sois en légalité. Sinon, c'est du travail au noir. Donc, si je suis en légalité, donc il faut que je montre une structure, il faut que je fasse des statuts. Quel est le statut qui est le mieux adapté à l'activité que je vais faire ? Ça, c'est pas donné à tout le monde de se renseigner et tout. C'est pour ça que les formations sont importantes. Ensuite, du coup, je suis dans la légalité, je dois payer des loyers. Quelles sont mes responsabilités ? Si je veux embaucher quelqu'un, donc ta cousine, elle veut embaucher, ou ta nièce, elle veut embaucher sa cousine, il faut un contrat. Quelles sont les obligations que j'ai en tant qu'employeur vis-à-vis de mon employé. Donc là, on a level up. Et ça, il faut vraiment, du coup, être structuré pour ne pas tomber sous le coup des impôts, sous le coup des taxes fiscales, de tout ça. Du coup, les formations sont quand même relativement importantes. Il y a d'autres aspects aussi, c'est je lisais quand on essayait de se lancer dans l'entrepreneuriat, il y avait quelqu'un qui avait écrit un bouquin sur l'entrepreneuriat au Gabon. Je te donnerai la source parce que j'ai plus. Et la durée de vie d'une entreprise au Gabon, c'est 3 ans. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs phénomènes. C'est que quand on a créé son entreprise, on s'est dit ouais, c'est bien, c'est cool, je vais faire ça, je vais vendre des t-shirts. On n'a pas eu l'analyse du marché. On n'a pas identifié les besoins, le sourcing, tout ça. Et en fait, avoir une idée, c'est très bien. C'est la première phase de l'entrepreneuriat. Mais la structurer et se projeter en différentes étapes, il y a d'autres entreprises qui ont dû fermer parce qu'en fait, elles ont croulé sous la demande parce que le produit était intéressant, mais n'avaient pas anticipé l'évolution de la demande et le succès du produit. Finalement, se retrouve en pénurie assez rapidement et les gens sont déçus parce que délai d'approvisionnement beaucoup trop long et l'entreprise perd sa clientèle à cause de ça. Et ça, les formations sur l'entrepreneuriat, sur le management sont très importantes. Pareil, quand tu vas commencer à avoir une équipe, gérer les hommes, c'est extrêmement compliqué. Gérer les hommes, quand je dis les hommes, les gens, l'homme avec H majuscule. C'est extrêmement compliqué. C'est le quotidien, les gens qui sont malades, les gens qui sont ça, les humeurs, c'est pas donné à tout le monde. Et il y a des clés qu'on donne dans le management
pour pouvoir tirer du meilleur de ses salariés et de ses collaborateurs. J'ai encore Non, c'est bien expliqué. Après, c'est vrai que le terme échelle que tu as employé, c'est le bon terme en fait. C'est que une entreprise, par exemple, comme on est au Gabon, comme la BGFI ou comme la Comilogue, n'est pas la petite entreprise du coin. Donc elle doit être structurée parce qu'elle répond à beaucoup de normes. Elle a à la fois des exigences internes. Exactement, et qui sont assujetties à son activité et à sa clientèle, etc. Exactement. Maintenant, l'entrepreneuriat, pour revenir encore un peu à ce que tu disais tout à l'heure, pour moi, il faut vraiment se dire une chose, c'est que c'est selon la volonté que toi tu vas avoir. La volonté que tu vas mettre dans ton entreprise va déterminer la capacité que tu vas avoir à t'ajuster. Tu parlais des formations. Les formations, c'est très bien, c'est très important. Mais à quoi bon, du coup, avoir des formations, et là, je fais exprès autocritique, si tu n'as aucune volonté d'apprendre, en fait. Voilà. Aucune volonté d'apprendre pour progresser dans ton idée que tu avais de faire des t-shirts ou de faire des madeleines. Voilà. Parce que c'est bien de faire des madeleines, les gens vont les acheter. Maintenant, il y a quelqu'un d'autre qui va venir ouvrir une madeleine. Hein. C'est ça qu'il faut dire dans l'entrepreneuriat, c'est qu'en fait, c'est la jungle. À partir du moment où toi, tu as une idée, tu arrives sur le marché, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va venir vouloir faire la même chose que toi. Peut-être que lui, tu ne vas pas te former, mais lui va se former. Peut-être que lui, il a une volonté plus forte que toi, et lui va faire mieux que toi à la fin. Quand je dis mieux, c'est pas forcément dans les chiffres, mais en tout cas, il va avoir des avis clients, parce qu'aujourd'hui, ça compte, qui seront peut-être meilleurs que toi. Et donc, c'est un moyen pour lui d'apporter un peu plus de clients, alors qu'il a commencé bien après toi. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là qu'il faut prendre en compte. Et oui, les formations sont importantes. Oui, aussi, ta détermination, ta volonté sont importantes. Et c'est aussi bien de bien s'entourer, quoi. Parce qu'on parlait du management, oui, mais il y a aussi l'aspect personnel. Au-delà de l'aspect professionnel, on a tu parlais de la famille, tu parlais des conjoints ou conjointes. Voilà, tout ça rentre dans un calcul qui te permet d'être au meilleur de ta forme pour pouvoir donner le plein potentiel sur tes différents projets, sur tes différentes entreprises et aller de l'avant, quoi. Ok. Et j'ai envie qu'on parle un peu plus de vos activités respectives. La raison qui vous emmène ici aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat, parce que vous êtes tous les deux des entrepreneurs. Et quand je vous ai entendu faire votre cursus, vous avez dit la même chose. Le fait que vous ayez été en entreprise a suscité chez vous la fibre entrepreneuriale. J'aimerais savoir si les entreprises que vous avez créées cadrent avec vos cursus ou en fait vos activités professionnelles actuelles, ou si ce sont des activités qui sont carrément aux antipodes, en fait. Et surtout, si vous voulez bien nous en parler, notamment les nommer, parce que ça vous fait une petite publicité si vous voulez. Donc, vous pouvez les nommer, nous dire comment les idées vous sont venues, quand est-ce que ça a commencé et combien, surtout. Parce que vous avez parlé de créer de la plus-value, autant pour vous que pour les autres. Donc, je voudrais savoir combien de personnes vous employez, vous, en tant qu'entrepreneur, dans vos différentes entreprises. Voilà. Déjà, on va résumer. Première question, est-ce que ça cadre avec ce que vous faites ? Alors oui et non. Parce qu'on a une start-up là, qu'on a créée, mais celle-là, on travaille avec des prestataires. C'est-à-dire qu'en fait, nous, l'entreprise, elle existe. Elle travaille sur le développement de certaines applications pour faciliter le quotidien des Gabonais, disons les choses comme ça. Et en fait, on travaille avec des développeurs qui, eux, vont répondre à ce besoin que nous avons de développer ces applications-là. Et après, les clients que nous pouvons avoir, ça peut être des clients de la force publique ou privée. Mais voilà un peu comment on travaille aujourd'hui sur cette entreprise, dont le nom je tairai pour l'instant, mais voilà. Donc il y a une entreprise comme ça. Après, il y a d'autres entreprises où en fait c'est du développement de projets, c'est-à-dire qu'en fait on monte des projets et du coup après on les soumet au pouvoir public notamment. Ça, tu vas mieux en parler que moi.
Il y a un nom de code, il s'appelle MetaGab. Voilà. MetaGab parce que c'est proposé aux Gabonais ? Aux Gabonais, oui. Ok. Tout à fait, ouais. Et en fait, dans ce projet-là, en fait, nous, on a travaillé un peu à l'inverse. Parce que généralement, ce que les gens font, c'est qu'ils vont voir l'État, vont dire oui, nous, on a tel projet, etc., etc. Financez-nous. Hein. Nous, on a fait tout l'inverse. C'est-à-dire que nous, on a d'abord réfléchi à ce qu'on voulait faire. On a fait toute l'étude. On est allé voir les bailleurs de fonds. Les bailleurs de fonds ont validé. Ils sont OK pour valider, pour accompagner le projet. Et ensuite, ils ont dit, maintenant, allez voir l'État. Parce que c'est l'État qui doit nous faire la lettre d'intention pour qu'on décaisse les fonds. Voilà. Donc, on a une autre entreprise dans ce style-là aussi. Donc, voilà. Et elle fait donc... en vrai, je comprends pas forcément. Vous faites la gestion de projet avec MetaGab, c'est ça ? Non, pas forcément. En fait, c'est un nouveau modèle. C'est un modèle économique assez particulier. Ça s'appelle développeur de projet. Ok. Généralement, tu as les projets de l'État, là où l'État a dit que, par exemple, je dis n'importe quoi, il devait installer une centrale de gaz à tel endroit. Et ensuite, elle va faire un appel d'offres, là où différentes entreprises de la place vont y répondre. Nous, on est à l'étape d'avant, c'est que même avant que l'État ait pensé au projet qu'il devait faire, nous, on apporte une solution parce qu'on a identifié différents besoins. Et en fait, donc, MetaGab, c'est une partie. Donc, la start-up qu'on a créée, c'est une start-up de développement de projet. Donc, on fait les études de faisabilité, on détermine le besoin, on détermine un modèle économique. On va voir les bailleurs de fonds pour qu'ils valident l'aspect et l'impact que ce projet pourra avoir sur le territoire. C'est pour ça qu'on parlait de choses impactantes. Et une fois que c'est bon, pour faire gagner du temps à l'État, en fait, on a fait toutes ces étapes. Derrière, on va voir les forces publiques pour leur dire « Regardez ça, c'est possible, ça a été validé par des bailleurs de fonds, maintenant, il faut y aller. » Et derrière, donc ça, c'est la première phase de développement de projet. Comment on se rémunère ? En fait, on se rémunère de différentes façons. C'est qu'une fois qu'on va créer le projet ou l'unité de production, même si ça appartient à l'État, on va garder des parts dedans. Donc, l'État n'a pas pris beaucoup de risques en entrant dedans parce que ça a été déjà dérisqué. Et notre travail, c'est de dérisquer les projets et de venir en disant « allons-y ». Donc ça, c'était... donc le projet MetaGab, juste pour en parler rapidement, ça consiste à résoudre un problème qu'on rencontre très souvent, c'est de la gestion des ordures. Aujourd'hui, en termes de gestion des ordures, on peut dire qu'il y a juste un transfert. On récupère les ordures et on les amène à la décharge. Il n'y a pas de traitement. Alors que les ordures peuvent être considérées comme une matière première pour les valoriser. Et donc, on a trouvé des solutions technologiques qui permettent de valoriser ces déchets-là en biocarburants. Et ces biocarburants peuvent être utilisés pour plusieurs choses, notamment pour le transport de véhicules. Et ça rejoint ce que tu disais. Est-ce que c'est en relation avec nos activités ? Oui. En gros, oui. Et du coup, MetaGab est en attente ou vous l'avez déjà lancé ? MetaGab, les études ont déjà été réalisées. Le potentiel, les différents chiffrages. On a discuté avec des bailleurs de fonds. Pour l'instant, on n'a pas le droit de dire leur nom. Qui nous ont dit que le projet était impactant. C'était ce genre de projet qui est passé en comité. Donc qui a été validé. Mais le problème, c'est que les bailleurs de fonds ne financent pas les entreprises privées. C'est ça. Elles financent les États et les entités publiques. Et donc là, l'étape, et ce pourquoi on est aussi ici, c'est d'aller voir les différentes instituts publics pour leur parler de ça et leur dire qu'en fait, c'est maintenant qu'il faut y aller. Sachant qu'avec ça, en fait, ça répond et c'est ce qu'on a envie de faire dans nos projets, c'est en fait des projets qui répondent à plusieurs besoins. Donc il y avait le besoin de gérer les déchets, le besoin de production d'électricité et le besoin de transport. En un projet, on résout 3 problématiques très importantes pour le développement d'un pays comme le nôtre.
Donc, pour rappel, j'ai envie de préciser que André Charles, lui, travaille dans l'énergétique. Donc, lorsqu'on parle de valorisation des déchets avec leur projet, ça cadre carrément. Je pense qu'il l'a dit au début. Et si vous êtes là depuis le début, normalement, vous avez entendu. C'est pour ça que Harris m'a posé la question et que moi, j'ai répondu tout de suite oui. Ça cadre carrément avec ce que lui, il fait. C'est vrai que ça cadre un peu moins avec ce que Harris fait, mais... Le transport. Ah oui. Parce qu'en fait, il y a l'aspect transport qu'on met en place. C'est vrai. Parce qu'en fait, la SNCF, c'est pas qu'une entreprise de transport ferroviaire, on est une entreprise de mobilité. Okay. C'est qu'en fait, on gère les parcours de porte à porte. À partir du moment où tu pars de chez toi jusqu'à ta destination, c'est-à-dire peu importe où elle est, nous, on t'apporte des solutions de mobilité. Donc, ça peut être du bus, ça peut être de la voiture, ça peut être de la trottinette, ça peut être du vélo, peu importe. Okay. Et donc, dans Metagab, du coup, la solution de transport que nous avons trouvée avec le biogaz, qui sera utilisé une fois que les déchets seront valorisés, c'est d'avoir en fait des bus collectifs, donc du transport collectif, donc déjà avec un peu moins de voitures individuelles sur la route, moins de pollution, ça aussi, ça compte. Et donc, du coup, des transports de masse qui fonctionnent avec un carburant complètement propre. Ok. Oh, bon, on va rester sur Metagab, vu qu'il semble que ce soit le projet dont vous êtes le plus libre de parler. Après, juste pour revenir sur des expériences passées, parce que là, c'est ce qu'il y a. J'avais tenté de monter avec deux camarades une entreprise d'aide aux devoirs qui s'appelait Scolaris. Ok. À l'époque. Aide aux devoirs scolaires. Devoirs scolaires. Ok. Donc l'idée, c'était basé sur un modèle qu'on avait, je vais dire, calqué en France quand on était étudiant et qu'on donnait des cours. C'était prendre des étudiants, les mettre en relation avec des parents d'élèves et organiser toute la structure pour que ces étudiants gabonais qui, des fois, cherchent des sous pour arrondir les fins de mois, puissent donner des cours à des élèves et gagner de l'argent. Et nous, l'idée, c'était de se prendre une petite commission de traitement au passage. Donc ça a été créé, il me semble, c'était en 2016, et ça a duré 2 ans. Ça a duré 2 ans pour différentes problématiques, peut-être que tu envisages d'en parler après, différentes difficultés qu'on avait, parce que là on embauchait vraiment des gens et on avait des contrats, mais il y a un gros problème que je pense auquel on doit faire face au Gabon. Il faut pas dire que le Gabonais est paresseux, s'il te plaît. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Il y a des gens qui sont très travailleurs, mais il y a un gros souci d'engagement, de professionnalisme. Certains comportements qu'on a au quotidien, en fait, on le retrouve dans le milieu professionnel. La ponctualité, la communication, le fait d'arriver en retard. On arrive en retard, ça arrive tous les jours, il n'y a pas de problème. Mais d'informer, par exemple, on s'est retrouvé plusieurs fois avec des parents d'élèves, il y a 30 minutes de retard qui nous appelaient parce que le collaborateur qui devait venir, il ne s'est pas pointé. Et donc, il avait déjà 30 minutes de retard et il indiquait je vais être en retard. Mais tu l'es déjà en fait. Et la ponctualité, la régularité, c'était tout à fait ça, la régularité. Et le fait que c'est très étrange, c'est le rapport au travail. J'ai l'impression qu'il est différent dans les priorités des gens. Le rapport au travail, on s'est retrouvé plein de fois avec des salariés avec qui on avait signé un contrat, qui du jour au lendemain ne se pointaient pas. Ils ne venaient pas au travail, simplement. Donc ils mettaient fin unilatéralement au contrat. Et on devait se retrouver à gérer ça avec les parents d'élèves et compagnie. Donc c'était très difficile à gérer. Moi étant en France, mes 2 collègues étant au Gabon, mais avec des activités autres, on a dû mettre fin à l'aventure. Et effectivement, c'était la question qui venait après. Moi, je voulais savoir quels étaient les principaux défis que vous avez rencontrés en tant qu'entrepreneur et comment est-ce que vous les aviez surmontés. Alors au Gabon ou en France ?
Partout, parce qu'on parle bien d'entrepreneuriat, que ce soit vous en tant que Gabonais vivant en France ou vous en tant que Gabonais vivant en France mais qui entreprenez au Gabon, vous nous dites. Parce que je pense que les réalités sont plus ou moins les mêmes, même quand vous allez nous dire un pays développé, un pays en voie de développement, quelques différences. Ouais, quand même. C'est-à-dire que ce que disait Charlie tout à l'heure, sur l'expérience gabonaise, moi aussi j'avais monté une boîte qui faisait des kartings. En fait. On faisait du karting à la plage au lycée Mba. Et c'est vrai qu'on a apporté du matériel, on a apporté des installations, on a formé les gens pour gérer justement cette attraction-là, parce que c'est une attraction. Mais c'est vrai que les gens, du jour au lendemain, ils te plantent, du jour au lendemain, tu te retrouves avec un mécano qui est pas là, t'as des kartings qui fonctionnent pas. Donc c'est assez incertain en fait. Quand on est entrepreneur, ce qu'on aime, c'est avoir en fait, c'est comme une maison en fait, avoir un sous-bassement solide sur lequel on peut se reposer pour construire en fait. Et c'est vrai que la difficulté ici a été quand même au niveau de certains comportements comme la ponctualité, comme il disait, comme le fait que les gens ne se pointent pas au travail. Mais en France, c'est différent, par exemple. En France, le contrat, c'est un contrat. Voilà. On ne va pas s'amuser à pas venir un jour. Oui, effectivement, tu vas rompre de manière tacite ton contrat parce que tu ne viens pas. Mais ça peut ne pas s'arrêter là. Elle est là la différence, en fait. Donc les gens évitent un peu d'avoir certains comportements parce qu'ils savent que derrière, il y a une loi et le droit va s'appliquer. Au Gabon, on y arrive, là, ça y est, on commence à être dans une dynamique où vraiment on sent que les gens prennent conscience un peu. Parce que moi, je te dis ça, c'était une expérience il y a plus de 10 ans. C'est pas là maintenant. Où les gens commencent à prendre conscience qu'ils ont des responsabilités, des obligations par rapport à l'entreprise. Et donc, ça devient un peu plus intéressant de créer des entreprises et des structures ici, parce que les gens ont envie de s'investir, ont envie d'avoir du gagne-pain. On en parlait tout à l'heure. Malheureusement, parfois, c'est trouver du travail, c'est la croix et la bannière. C'est du bouche à oreille. C'est pas forcément en allant à l'agence pour l'emploi qu'on va trouver un travail ou en faisant une annonce sur Facebook. C'est parfois parce qu'on a un cousin, une tante, un oncle ou un père, une mère, peu importe, qui va se battre pour nous et qui va nous aider. Et on sent quand même que là, actuellement, en tout cas moi, je le vois, depuis 2 ans où je viens assez régulièrement ici, le changement où on se libère un peu plus, on sort un peu plus des carcans, il y a un peu moins de difficultés à travailler avec les Gabonais. Par contre, un gros caillou dans la chaussure, c'est la création d'entreprise. Oui. Franchement... Tu en penses quoi, Charlie, toi, de la création d'entreprise ? C'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. Alors, avant de laisser la parole à André Charles, j'ai envie de parler d'une amie avec qui j'ai fait l'université. Bon, on était à Bessieux ensemble. On s'est rencontrés. Elle est arrivée de, je pense, Calazans en seconde. Et on était ensemble en seconde. Et puis, on a fait notre bout de chemin, on a eu notre bac et on s'est retrouvés ensemble à Easy. Et depuis le lycée, Jewels fait des pâtisseries. Je ne sais pas comment elle a appris en autodidacte et elle fait des pâtisseries, etc. Et je me rappelle que depuis peut-être la 2e, 3e année, elle a essayé de faire passer son activité où elle nous employait de temps en temps en tant que main-d'œuvre non permanente et tout, pendant les périodes de fêtes de fin d'année parce qu'elle avait beaucoup de commandes de bûches. Ses pâtisseries sont excellentes. Et du coup, elle a essayé pendant plusieurs années de faire passer son entreprise, de la faire reconnaître à l'ANPI. Mais je vous assure que pendant des années, on l'a regardée se battre pour aller chercher un document ici, pour obtenir un document là. Moi, je ne suis pas entrepreneur, mais son expérience à elle m'a fait me dire que je ne peux même pas, en fait. Je suis trop impatiente pour ça. Limite, je fais mon petit business, c'est dans le noir. Je n'emploie encore personne. C'est e-market complètement. Donc, vous n'avez rien à me dire parce qu'il n'y a encore rien qui régit
le e-commerce au Gabon. Donc, vous ne pouvez pas venir me dire, Darlene, ce que tu fais, il faut payer tel impôt, X ou Y impôt. Mais elle, comment elle s'est battue? Et la première année où elle a dû payer des impôts, la pauvre a fait une hausse de tension. On s'est dit, mais tout ça, pourquoi en fait? Parce que vous n'accompagnez pas les entrepreneurs. C'est pas facile pour les faire, pour les faire s'enregistrer ou enregistrer leur entreprise. C'est pas facile pour eux d'obtenir des marchés publics. Mais vous taxez les impositions incroyables aux gens. Vous voulez tuer le Gabonais ou quoi? Alors, je vais juste faire une anecdote là, sans donner le nom de l'entreprise qui est concernée. Mais c'est une entreprise qui a pignon sur rue ici au Gabon et même en France. Au Gabon, elle n'a pas réussi à créer légalement son entreprise, mais elle commercialisait ses produits dans les grandes surfaces, alors qu'en France, elle a réussi à créer son entreprise là-bas, et elle commercialise également dans les grandes surfaces, Monoprix, Carrefour, etc. Donc la personne dont on parle m'a dit exactement la même chose que toi. Aris, moi j'abandonne. J'ai voulu bien faire les choses. On m'a découragé en fait au Gabon. Et c'est vrai que nous, c'est aussi Charlie a eu une expérience, il en parlait tout à l'heure. J'en ai eu une autre. Je le vois sourire derrière son micro. Et c'est aussi une raison qui fait qu'on a choisi un modèle différent d'entreprise. Ça joue aussi tout ça. Parce que quand on commence à rentrer dans beaucoup d'administratifs, on se met beaucoup de barrières à l'entrée. Exact. Et dans le fonctionnement aussi de l'entreprise. Donc, Henri Charles, dis-nous tout. Non, mais c'est Charles, dis-nous tout. En fait, ce que tu as soulevé, c'était vraiment un vrai point. Parce que en ayant travaillé dans des startups en France, j'ai vu comment l'État aidait les startups à créer de la valeur, à grandir. Et après, seulement une fois que ces startups-là avaient montré qu'elles étaient légitimes et qu'elles commençaient à faire du chiffre, qu'ils étaient taxés au niveau des impôts. Genre l'impôt forfaitaire, c'est un truc que j'ai jamais compris. Ma mère, elle avait créé une entrepreneuse, prothésiste dentaire, elle avait créé son cabinet. Donc avant même d'avoir fait rentrer un franc CFA, elle devait déjà débourser un certain montant pour pouvoir travailler. Alors que logiquement, si je suis en train de créer mon activité, c'est que j'ai pas suffisamment de fonds ou d'argent. Donc laissez-moi d'abord générer de la valeur et une fois que cette valeur est générée, venez m'imposer dessus. À l'IMPGT, j'ai fait du coup, quand j'ai fait mon master c'était sur les subventions des entreprises éco-responsables. Et ce que j'avais trouvé en France, c'était que les entreprises avaient énormément de difficultés à trouver des financements parce qu'il y en avait trop. À trouver des subventions parce qu'il y en avait trop. Et on aidait les entreprises à se projeter, à faire des études de marché, à trouver des financements, à structurer leurs financements. Mais au Gabon, par exemple, l'accès à la donnée qui te permet de dire, en fait, je vais me lancer dans telle activité parce que j'ai constaté qu'il y avait une augmentation de la demande en transport ou de la demande en livraison. En fait, ces données-là, je ne sais pas si elles existent. Peut-être qu'elles existent. En tout cas, elles ne sont pas accessibles. Parce qu'il y a quand même la statistique au Gabon. Ces données, elles existent. Elles ne sont pas accessibles. On ne sait pas où trouver. Voilà. Moi, je veux faire mon marché. Je veux me dire, en fait, j'ai une idée, mais est-ce que mon idée a du sens et pourrait répondre aux besoins? Donc, ce dont moi j'ai besoin, c'est d'avoir des chiffres, des données en face qui me permettront de me projeter sur 3, 5, 10 ans. Et ça, c'est extrêmement difficile quand tu veux lancer une activité, encore quand c'est une activité d'industrialisation. Et pour être quand même un peu honnête, récemment, je vous disais que je suis chef de service dans l'entreprise qui m'emploie et je suis aussi la chef d'agence de Libreville. Donc, il m'arrive, parce que le siège principal est à Port-Gentil, il m'arrive de devoir représenter ma DG lorsqu'elle n'est pas disponible à Port-Gentil. Et du coup, récemment, je suis allée à une cérémonie de remise d'agrément pour l'entreprise. Donc, on est une PME.
Et ça fait... On tourne depuis 2018. L'entreprise tourne depuis 2018. Et étant donné que ça a été en 2021 que le ministère des petites et moyennes entreprises a vu le jour, etc., c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de créer un agrément pour les PME. Depuis lors, on essaie d'obtenir l'agrément. Je me souviens que quand je suis arrivée dans l'entreprise en 2024, ça a été l'une des premières missions qu'on m'a confiées. Et donc, on a obtenu l'agrément qu'il y a 2 à 3 semaines. C'est pour vous dire à quel point c'est long. Mais quand même, ça se fait. Et dites-vous, j'ai donné la date de création de l'entreprise, c'est important. L'entreprise existe depuis 2018. La PME a mis en place les histoires d'agrément en 2021. Et nous, on l'a obtenu après une année d'attente en 2025. Lorsqu'on nous remet le document, on nous fait une formation pour nous expliquer l'intérêt d'avoir maintenant l'agrément. Et c'est là que je découvre qu'en fait, on a 3 ans d'exonération d'impôts. 3 ans. Donc, c'est que si on avait eu, si la directrice générale avait eu cet agrément dès 2018, elle aurait pu faire son entreprise tranquillement pendant 3 ans sans avoir à payer un certain nombre d'impôts. Mais bon, heureusement, ils nous ont dit ça se fait à partir du moment où on a reçu les agréments. Mais c'est quand même 3 ans ou 4 ans, 5 ans plus tard, en fait. Ça. Trop tard. C'est ça. Donc, il y a cet aspect-là. Quand vous faites reconnaître votre entreprise en statut PME, vous avez la possibilité au Gabon d'obtenir un agrément qui vous permet d'avoir 3 années d'exonération d'impôts. Vous ne paierez l'impôt donc qu'à partir de l'année N+3 de l'obtention de votre agrément. Mais je me dis, les gens ne sont pas au courant. Les gens, c'est long, le processus. Vous vous rendez compte, j'ai commencé en mars 2024 et on a obtenu en juin, on a obtenu l'agrément en juin. Entre-temps, dès mars 2024, quand je suis arrivée, on a lancé la procédure. Il nous a fallu attendre une année pour obtenir cet agrément. Et donc, on a payé les impôts tout au long. Entre-temps, si on nous l'avait donné 2 à 3 mois plus tard, après qu'on ait lancé la demande, on aurait pu avoir cette année-là d'exonérer, en fait. Vous voyez un peu. C'est une longue procédure. Au Gabon, tout est lent. Au niveau administratif, c'est incroyable. Tu veux faire ton passeport, c'est lent. Tu veux faire la carte d'identité, c'est lent. Et comme vous disiez, il faut avoir des connexions. Que ce soit pour trouver le travail ou pour avoir un document rapidement, en fait. Et on croise les doigts que d'ici à 5 ans, les choses soient un peu changées, améliorées. Parce que on n'a qu'un pays et puis on veut faire en sorte que les choses se passent bien ici. Mais bon, on ne va pas entrer dans les aspects politiques. On y croit. Non, on y croit quand même parce que de toute façon, ça fait bien partie de l'histoire de la vie. Il y a la naissance, la croissance, le déclin. Ça fonctionne comme ça. On est arrivé peut-être à un point au Gabon où les gens ont peut-être pris ou commencent à prendre conscience, c'est ce que je disais tout à l'heure, de certaines choses. Je pense que ce qu'on dit là, et j'espère qu'on sera écouté, ça servira peut-être à améliorer demain les différents services dont on parle là. Sachant qu'on en a déjà parlé, c'était l'année dernière lors d'un forum avec le Premier ministre, on lui avait déjà soumis ça, le Premier ministre de l'époque, que c'était très compliqué et très long de créer une entreprise. Et il disait oui, effectivement, on est en train de travailler dessus, mais c'est un sujet qui dure depuis des années. Donc on y croit. Ok, alors Aris, là j'ai une question individuelle pour chacun de vous. Tu n'auras pas le droit de répondre, André-Charles. Bien, donc Aris, ta carrière, on peut la dire réussie. Tu nous as dit que ça fait 9 ans aujourd'hui que tu travailles à la SNCF et on est conscient que c'est exigeant. Quand on sait, on connaît ton poste. Moi, je me demande, quand on sait tout le travail que ça peut représenter, que d'occuper le poste de responsable, directeur d'un département ou d'une direction, du coup, à la SNCF, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'entrepreneuriat ? En dehors de la fibre, en dehors je sais pas moi, du challenge, qu'est-ce qui t'a poussé dans l'entrepreneuriat ? En fait, je veux plus être salarié à 50 ans. Ok. C'est exactement ça. D'accord. Moi, travailler, être salarié, c'est cool, c'est bien. Mais en fait, j'ai une conception de la vie qui fait qu'à un moment donné, je peux pas
attendre ma retraite pour vivre la vie que j'ai envie de vivre. En fait, je vais la vivre déjà en étant salarié, je vais la vivre en étant entrepreneur et je la vivrai après tout ça encore. Et donc, malgré toutes les difficultés que tu traverses, tu as traversées avec tes multiples entreprises, tu considères toujours que l'entrepreneuriat est pour toi la voie qui te permettra d'arrêter de travailler à 50 ans. Bien sûr, c'est la liberté. À partir du moment où, aujourd'hui, le monde dans lequel on vit, c'est l'argent. Il faut de l'argent pour acquérir la liberté, tout simplement. Parce que je dis toujours, la liberté, c'est pas pouvoir dire oui, pouvoir dire non. Parce que c'est le non qui permet d'orienter le chemin qu'on veut. Non, je veux pas ci, non, je veux pas ça. Et on avance en fonction de ça. Parce que le oui est trop ouvert. Donc, moi, en ayant de l'argent, je pourrais dire non à beaucoup de choses. Je me l'astreins déjà aujourd'hui. Je m'astreins déjà à dire non à beaucoup de propositions que je peux recevoir dans beaucoup de domaines parce que ça ne coïncide pas avec ma mentalité ou ma vision de la vie. C'est pas parce que on va me proposer 10 millions ou 20 millions de francs CFA que je vais dire oui à tout, en fait. Non. Si ça me plaît pas, ça me plaît pas. J'ai pas envie, en fait. Donc voilà, donc j'ai toujours été un peu autodidacte et j'ai toujours voulu faire ce que moi je voulais. Et vraiment, à 50 ans, je me dis, si j'ai réussi à monter l'entreprise, est-ce qu'elle génère assez de fonds, je dis pas forcément des millions d'euros ou des milliards de francs CFA, mais assez pour vivre décemment. Donc ce que je gagne par exemple aujourd'hui, c'est largement suffisant. Et que du coup, je me lèverai pas tous les matins à je sais pas quelle heure ou me coucher à je sais pas quelle heure. Si demain je vais accompagner mes enfants à l'école, j'y vais. Si je vais prendre les vacances au mois de je sais pas, au mois de mars plutôt qu'au mois de juin, mais je le fais, j'ai pas de questions à me poser parce que je suis libre. J'ai gagné cette liberté grâce à mon entreprise, en fait. C'est vraiment l'objectif. Ok, bon, c'est tant mieux que ta réponse soit argent. Parce que, avec André Charles, on a envie de parler argent. Quand on sait que toi, tu travailles dans les énergies renouvelables, là aussi, c'est un domaine qui peut être exigeant. Et nous, personnellement, quand moi, j'entends énergie renouvelable, parce que ma grande sœur, elle vit en France, elle travaille dans les éoliennes. Et du coup, quand j'entends énergie renouvelable, j'entends cash, en fait. C'est certainement bien rémunéré. Donc moi, je me demande quel est le besoin que tu as ou que l'entrepreneuriat comble chez toi, que ton travail ne comble pas déjà. Et là, c'est Harris qui n'aura pas le droit de répondre. Très bien, mais c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Comme je te disais, dans le travail que j'ai fait, j'ai voyagé énormément. Je suis parti au Brésil, je suis parti en Grèce. J'ai fait pas mal de pays. Et en fait, à chaque fois que je suis parti dans des pays, implémenter les technologies pour les entreprises pour lesquelles je travaillais, je me suis toujours dit, mais en fait, pourquoi on fait pas ça chez nous ? Okay. Et en fait, c'est cet aspect. On a un potentiel qui est immense. On a un potentiel qui est immense. Et bien que je vive en France, je suis propriétaire là-bas, comme je t'ai dit, tous les 2 ans, j'essaye de revenir. Et en fait, j'ai envie que mes enfants, dans le futur, ils reviennent au Gabon. Et quand ils viennent au Gabon, en fait, ils soient aussi à l'aise qu'en France. Qu'ils n'aient pas de coupure d'eau, pas de coupure d'électricité. En fait, ils n'aient pas besoin de se poser beaucoup de questions quand ils prennent le taxi parce qu'en fait, il y a les transports en commun. Donc, je prends juste ma carte d'abonnement et je paye mon transport en commun. Et en fait, moi, c'est dans cette optique-là que je veux rentrer, réaliser des choses. On parle d'énergie, on parle de gros cash, on parle de gros sous. Et en fait, gros cash. On parle de gros cash, mais en fait, ces gros cash, ils sont disponibles et en plus, on pourra avoir des retours sur investissement, mais pas que financiers. Exact. Des retours sur investissement, sur l'amélioration des conditions de vie des gens. Pareil, dans mon village. Moi, l'entrepreneuriat, oui, mais l'entrepreneuriat de différentes sortes, parce que je réfléchis aussi à ouvrir une distillerie. Mais une distillerie, au Gabon, on a de la canne à sucre, on a des palmes, on a des fruits, on a ça. Tout faire. On peut tout faire, mais jamais entendu parler d'une distillerie là où on produirait du rhum, là où on produirait même du caïcaï à l'échelle industrielle. Alors qu'en face de chez nous, à Sao Tomé, qui est une île, avec très peu de gens et moins de moyens que nous, ils arrivent à le faire.
Et c'est ça, en fait. Moi, ce qui me botte vraiment, c'est réaliser quelque chose, voir la chose comme son enfant grandir, s'asseoir et savourer le fait qu'en fait, on ait contribué à ça. Ok. Bon, on sait désormais que vous avez une vie tous les deux bien remplie, que vos cerveaux tournent H24. Et moi, je suis curieuse de savoir comment est-ce que vous arrivez à jongler entre vos différentes responsabilités. Vous êtes des employés, des salariés, vous êtes des chefs d'entreprise, vous êtes des chefs de famille. Vous avez dit tout à l'heure, vous êtes des frères et fils, père et mari. Comment est-ce que vous arrivez à trouver du temps pour vous et pour vos proches, mais aussi pour respecter vos engagements vis-à-vis de vos salariés, à vous, et de vos employeurs? Écoute, Darlene, c'est simple, c'est une question d'organisation. C'est-à-dire que si tu n'es pas organisé, tu as du mal à te libérer du temps. Le temps, c'est la valeur la plus importante en fait, qu'on ait après l'air qu'on respire et l'eau qu'on boit. Le temps, si tu arrives correctement à fixer les choses et à laisser de l'espace pour les imprévus, tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Et puis, le sport, c'est bien aussi pour ça. Parce que le sport structure. Il te permet de te dire, si je veux perdre, par exemple, X kilos, je dois faire brûler X calories et faire X efforts. Voilà. Donc, moi, personnellement, je suis quelqu'un de très organisé. Je laisse très peu de place je me laisse pas vivre, en fait. Quand je fais un truc, je sais que tel jour, j'ai ça à faire. Voilà. Et donc, c'est pour aussi avoir des moments de qualité. Donc, en famille. Je sais que, par exemple, je prends un exemple basique d'une journée type. Le matin, je vais me lever avant tout le monde. Je vais commencer déjà à regarder mes trucs, ce que j'ai à faire dans la journée, lire, etc. Ensuite, derrière, je vais préparer les enfants avec madame. Madame, elle va peut-être aller à son boulot parce que peut-être qu'elle commence plus tôt que moi ou elle a une réunion, peu importe. Ou c'est moi. Donc, on dépose les enfants. Ensuite, au travail, on enchaîne notre journée, les réunions, les déplacements, les ceci, les cela. Et ensuite, on récupère les enfants, on les ramène, on prépare le soir. Donc, voilà, ils mangent, ils dorment. Une fois qu'ils dorment, c'est une autre journée qui commence. C'est souvent là qu'on travaille, en fait, pour nos différentes entreprises. C'est quand tout le monde dort, en fait. Et ça veut dire que, du coup, on est les derniers à dormir dans la maison. On se couche très tard. Voilà. On se couche très tard, on se lève très tôt. Mais on sait pourquoi on le fait. Donc, c'est pas subi, c'est voulu. Donc, on a vraiment quelque chose de gratifiant à le faire parce que, comme disait Charlie, on regarde un peu les choses évoluer, on est très content. Parfois, c'est pas facile. Il y a des gros échecs, des grosses déceptions. Il y a aussi même la trahison parfois. Mais ça fait partie du jeu, on le sait, on l'a intégré. Et on sait que quand on rentre dans cette partition-là, il faut être prêt à faire tous ces sacrifices-là, en fait. Mais l'organisation, pour moi, c'est la clé. D'accord. Donc, on a de l'organisation chez Harris. Qu'est-ce que André Charles nous dit? J'ai rien à rajouter à ça. Parce que lui, il a 4 enfants encore. Moi, j'en ai 3, il en a 4. Lui, donc. Il y en a une qui part, elle a une bac, elle est en train de partir. Donc, c'est pas mal. Elle comptait quand même cette année, non? Voilà. Tout à fait. Non, c'est beaucoup d'organisation et se donner le temps pour faire les choses, mais aussi du temps de déconnexion. Ok. Comme vous êtes là, en train de faire pour les vacances que vous êtes venus passer, même si on sait que vous allez gratter un peu pour travailler. Oui. Mais c'est nécessaire parce que être en bonne santé, autant psychologique que physiquement, ça aide à réaliser ce pourquoi on se bat. Ok. Bon, Harris, j'ai lu un article dans lequel tu disais que l'évolution du Gabon passe par la satisfaction des besoins comme l'éducation et la formation. Je paraphrase, mais est-ce que tu penses que l'éducation et la formation sont essentielles? Bon, tu en as déjà parlé lorsqu'on a commencé, pour réussir en tant qu'entrepreneur. Alors oui, oui, pourquoi? Parce que, en fait, je vais faire un parallèle. J'ai ma mère qui est rentrée du Cameroun hier et qui me disait « Ah, Yaoundé,
Waouh, la circulation, c'est un bordel pas possible, c'est incroyable, etc. Et en fait, je lui disais, mais tu sais, Charlie, t'étais au Rwanda l'année dernière, je crois, t'étais au Rwanda. Et tu m'avais dit, t'étais stupéfait de voir l'organisation, l'ordre dans la circulation, en fait. Et c'est là où je lui disais, mais tu sais, il y a beaucoup de l'éducation, en fait, que les gens ont reçue, que la société impose, qui fait comment, en fait, les choses vont se dérouler, en fait. Donc oui, quand on est éduqué correctement, avec des valeurs, on en parlait tout à l'heure par rapport à la parole, les arbres à palabres, le respect des anciens, de nos coutumes, nos traditions, quand on les a encore en nous, ben, je pense que on peut tout réussir. Parce qu'on nous apprend les rudiments, en fait, de la vie. Et l'entrepreneuriat, c'est une aventure de vie. Il faut savoir respecter quand il le faut, être offensif quand il le faut, être innovant quand il le faut. Mais ça s'apprend par l'éducation, en fait. Et par exemple, on discutait hier et on se disait, tiens, avant, il y avait l'éducation civique. On faisait au Gabon. C'était très intéressant. On apprenait beaucoup de choses sur l'histoire de notre pays, sur les valeurs de notre pays, les traditions. Et on sortait de là avec une fierté gabonaise. Et moi, je suis arrivé en France. Aujourd'hui, la France, ils sont complètement largués. Sur l'aspect éducation, ils sont à la rue. Donc pour moi, les piliers, c'est quoi? Donc, il faut du capital humain, parce que c'est la première richesse de tous les pays. Deuxième chose, il faut la santé. Parce qu'en fait, c'est bien d'avoir le capital humain, mais si tu peux l'entretenir pour qu'il dure longtemps, voilà. Et ensuite, en 3, il faut la formation, l'éducation. Parce que quand tu as des personnes qui sont bien portantes, quand tu les formes bien, tu les structures bien, tu les accompagnes bien par les formations, demain, la vision qu'aura ton pays, ben, elle sera forcément toujours meilleure qu'un pays qui ne prend pas soin de ses habitants et qui ne les forme pas, en fait. Voilà. Ok. Et Charles, vous avez tous les deux eu accès à tout ce qui est éducation et formation. Est-ce que tu crois que ça vous a de facto octroyé plus de chances que Mavenje Constantin, par exemple, qui est né à Malinga, qui ne sait ni lire ni écrire, mais qui souhaite entreprendre, qui entreprend, selon la définition que vous m'avez donnée tout à l'heure, et qui ne fait que ça, en fait. Sauf que lui, il n'a pas accès à la formation. Mais quand même, il arrive à aller à cultiver ses cannes à sucre, il arrive à aller les couper, à les entretenir, à les arroser et à venir se mettre sur la route, la voie principale à Malinga et à les commercialiser sans problème, nourrir sa famille et envoyer ses enfants à l'école. Pour être totalement honnête, en fait, la nature n'est pas égalitaire. Donc, on n'a pas les mêmes chances. J'ai oublié le prénom de ce monsieur. Constantin. Mavenje Constantin qui est au fin fond de son village avec sa plantation et sa capacité n'a pas les mêmes atouts et n'a pas la même base que Jean-Yves Boussougou qui est en ville et dont le père est potentiellement déjà un investisseur ou même rien qu'un salarié. Donc l'aspect à la formation et l'ouverture d'esprit n'est pas la même. Donc il est au village et même s'il a la volonté, je pense que les atouts ne sont pas les mêmes. Au niveau de la formation, au niveau de voir son circuit, Jean-Yves aura beaucoup plus de chance s'il a la volonté de faire plus de choses que Constantin. Mais en fait, c'est pas fermé. Constantin, même s'il ne sait pas lire et écrire, s'il a la volonté, en fait, quand on a la volonté, on trouve les différents moyens de s'adapter. Et s'il a la volonté de produire, il a quand même des compétences que Jean-Yves n'aura pas. La connaissance de la terre, la connaissance des moyens de production. Le mieux, c'est que Jean-Yves et Constantin s'associent et créent de la valeur ensemble. Ok, ouais, c'est bien dit, franchement. Et bon, après, ça, c'est la question que j'avais prévue ensuite. Qu'est-ce que tu pourrais proposer comme solution à Constantin qui viendrait, par exemple, te consulter? Et quand tu dis que le mieux serait qu'il se fasse aider par quelqu'un qui est formé, tu réponds plus ou moins à la question.
Oui, tout à fait. Je réponds plus ou moins à la question. Et dans l'aspect formation, je voudrais revenir sur ce qu'Aris a dit. Dans la formation et éducation, il y a aussi une notion qui est très importante et je pense qu'on a perdu aussi, c'est la curiosité, l'ouverture à la curiosité. C'est beaucoup de gens veulent créer des entreprises parce qu'ils ont fait des études dans tel ou tel domaine en se disant, en fait, parce que je suis compétent dans tel ou tel domaine, donc c'est forcément là que je dois aller. Alors que pas nécessairement. On peut créer des activités sur des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a fait au départ, mais qu'on a la vision et qu'on sait ce que l'on veut offrir aux gens en termes de services. Et dans la formation, parce qu'on parle aussi d'entrepreneuriat, mais tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Tout le monde n'est pas fait pour prendre des risques, pour se lever le matin, pour se lever, affronter le quotidien de cette manière. Il y a des gens qui ont besoin de structure, de cadre. Et quand on est entrepreneur, la structure et le cadre, c'est nous qui le créons. C'est nous qui la faisons. Voilà. Qui la faisons, ouais. Donc c'est comme ça. Et dans la formation, il y a aussi un aspect qui est très important, c'est quand on est petit, on demande qu'est-ce que tu veux être. Je pense que c'est la mauvaise question. On devrait demander qu'est-ce que tu veux faire. Parce que être banquier, c'est très bien, mais en quoi ça consiste? Être médecin, c'est très bien, mais en quoi ça consiste? Et qu'est-ce que tu veux faire? Je pense que dans nos cursus, que ce soit à l'école, ici ou à l'université, c'est peut-être un petit peu après qu'on a eu, c'est quoi ton projet professionnel et qu'est-ce que tu veux faire en termes d'action et de tâches. Et ça, parce qu'il y a plein de gens qui se retrouvent, moi je veux être banquier parce que je gère de l'argent, alors qu'il y a des banquiers qui voient jamais un billet passer devant eux, quoi. Ok, nous sommes quasiment arrivés au terme de notre échange très intéressant pour moi qui n'aime pas trop entreprendre, qui n'aime pas trop parler d'entrepreneuriat et tout. Ouais, et du coup, il me reste quelques questions. La première est liée au fait que vous viviez à l'étranger. Sur les réseaux sociaux, parce que moi, je n'ai de contact avec les Gabonais de l'étranger et surtout ceux de l'Occident que via les réseaux sociaux, on a l'impression que les Gabonais de la diaspora, lorsqu'ils ne sont pas activistes, sont des soldats individuels qui prônent le chacun pour soi. Donc, est-ce que vous croyez que la diaspora gabonaise peut aider le Gabon à se développer économiquement? Si oui, comment? Et sinon, pourquoi? Qu'est-ce qui, à votre avis, bloque? Ah, c'est une colle. Non, c'est pas une colle. C'est pas une colle. En fait, c'est une évidence. C'est-à-dire que la diaspora gabonaise, c'est son rôle, en fait. En fait, on n'est pas gabonais que de passeport. Ça sert à quoi? On est gabonais parce qu'on aime notre pays. C'est la première chose, en fait, qui fait qu'on est gabonais. Donc, oui, il y a peut-être des activistes, il y a peut-être des personnes qui prônent le chacun pour soi, etc. Mais il y a aussi beaucoup de personnes, surtout beaucoup, qui pensent au collectif, en fait, et à aider le pays, parce que nous, on en connaît beaucoup, pas mal, et quasi essentiellement que ceux-là. Et c'est aussi pour ça qu'on est dans cette dynamique. On est exemple probant. Moi, je pense qu'on peut aider le Gabon, mais il faut aussi qu'on nous ouvre la porte. Qu'on vous laisse faire. Correctement. Quand je dis correctement, c'est-à-dire que ce n'est pas que dans la politique, il faut nous laisser ouvrir la porte. Ce n'est pas parce que on a telle accointance ou Y accointance. Non. Il faut ouvrir la porte à tout le monde. Il faut dire aux gens, écoutez, vous voulez venir investir ici, très bien. On va vous octroyer peut-être des facilités parce que l'euro, le dollar que vous allez apporter ici, en CFA, il va peut-être créer de l'emploi. Voilà. On parlait du secteur privé. Normalement, au Gabon, le premier employeur, je prends des pincettes quand je dis ça, ne devrait pas être la force publique. Ok. L'État ne produit rien, en fait. L'État ne produit rien. Ce sont les entreprises qui produisent la valeur. Parce que c'est elles qui sont imposées, pas l'État. Donc déjà, on a un problème là-dedans. Donc quand il y a des personnes comme nous qui essayons d'apporter la valeur ajoutée et de créer des emplois pour que justement les jeunes trouvent à la sortie des études
des débouchés et créent des carrières, du coup, grâce à ça. Ils développent de l'expérience pour pouvoir demain aussi se vendre plus cher, etc. Parce que c'est un cercle vertueux. Il faut qu'on nous accompagne. Charlie parlait tout à l'heure des aides qu'on a en France. On a un paquet. En France, par exemple, quand on est auto-entrepreneur, en dessous d'un certain seuil, on ne paye pas d'impôts, 0. Quand on va investir ou on crée des entreprises dans certains domaines, on est subventionné. C'est la banque publique d'investissement qui finance en fait les fonds propres en fait. C'est-à-dire que ça va te permettre de démarrer ton activité. Ici au Gabon, il y a des mécanismes qui existent, mais la communication, c'est vrai que c'est un peu, elle est pas répandue comme tu disais. Tout le monde ne sait pas ce qui existe. Il faudrait qu'on essaie de nous accompagner à ce niveau-là pour que ça soit un peu plus connu. Voilà. D'accord. Alors, je ne sais pas si André Charles a quoi que ce soit à ajouter sur cette... Non, c'était très bien. Voilà. Et on va finir sur cette avant-dernière question, qui est celle de savoir, parce que comme je vous disais dans l'épisode 7, on a échangé avec Yacine, qui est un jeune Gabonais qui est clair sur le fait que lui, entreprendre, ça ne servirait à rien. Il se plaît dans le salariat, ça lui va. Et du coup, je pense pareil. Moi, entreprendre à l'échelle plus que ce que je fais déjà, je ne me vois pas. Et je me dis que, après vous avoir entendu dire que normalement, c'est à nous de créer, enfin, nous devrions penser à créer plus d'entreprises que de laisser le travail de l'emploi ou le secteur de l'emploi à l'État, je me dis qu'il faudrait peut-être que les personnes qui pensent comme moi voient les choses autrement. Donc, quel est le message d'espoir ou d'encouragement que vous pourriez adresser aux jeunes Gabonais qui envisagent de se lancer dans l'entrepreneuriat ou même qui n'y pensent tout simplement pas ? Petite réflexion. Le long silence. Non, parce que c'est une très bonne question et du coup, c'est une question qui doit être répondue de manière pertinente. Quels sont les conseils qu'on donnerait à... Moi, le conseil que je devrais donner, c'est, comme tu as dit, il y a ceux qui ne veulent pas parce qu'ils considèrent que c'est mieux le salariat. Je pense que dans la vie, ce qui est important, c'est il faut être drivé parce qu'on a envie de faire et pas par la peur. Si on n'a pas envie d'être entrepreneur, on n'y va pas. C'est la base et c'est pas parce qu'on nous a dit oui, c'est mieux, tu n'as pas réussi ta vie ou ce genre de choses. Non, c'est notre vie, c'est nous qui prenons les choses en main. Le salariat, en fait, il faut tout pour faire un monde. Donc il faut des gens qui ont envie d'avoir un cadre et qui travaillent et qui sont payés pour le travail qu'ils vont faire. Et c'est très bien. Et ceux qui veulent entreprendre, il faut y aller, mais il faut y aller avec la motivation de le faire, et pas par peur. Il faut y aller par la volonté de faire ce qu'on a envie de faire. Une opportunité qu'on a envie de transformer, tout en sachant les risques que cela représente. Mais, encore une fois, on ne perd jamais à essayer de faire quelque chose. On apprend. Et même si on a eu des échecs, on a eu pas mal d'essais, et je suis content d'avoir eu ces échecs parce que demain, ça m'évitera de recommencer et ça me fortifie dans ma manière de penser et de continuer ce que j'ai envie de faire. Donc, allez-y avec passion et il ne faut pas avoir honte du salariat. Et ce serait mieux d'être salarié d'une boîte privée que... Ah non, mais c'est l'inverse au Gabon. C'est l'inverse au Gabon. Il vaut mieux être fonctionnaire. Oui, mais ça, c'est parce qu'on nous l'a toujours appris. Il vaut mieux être fonctionnaire. Mais pour qu'un pays fonctionne bien, il y a le service public qui est quelque chose d'essentiel. Et il faut continuer à ce qu'on l'ait, mais un service public efficace, avec des salariés motivés qui veulent faire ça. Mais il faut avoir aussi des entreprises qui vont créer de la valeur et des salariés qui vont travailler pour ces entreprises et créer de la valeur aussi. Ok, et on va prendre la dernière question avec Harris. Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu aurais changé ? L'entrepreneuriat ? Rien du tout. Rien du tout. Non. Comme il a dit, tous vos échecs vous ont mené jusqu'ici. Oui.
Ok. Et c'est comme le vélo, c'est comme marcher, on apprend en tombant. Voilà. Et aujourd'hui, je fais toujours le parallèle avec la vie. On regarde nos enfants, on le pousse sur le vélo. Au début, ah non, je sais pas pédaler, ah non, je tombe, oh là là. Puis un jour, il pédale, il fait le tour, là, voilà. Et il fait des vitesses qui te soulèvent le cœur. Exactement. mais c'est ça, en fait, l'entrepreneuriat. C'est la même chose, en fait. Au début, tu balbuties, et puis après, tu commences à comprendre comment ça fonctionne. Et tu sais exactement à quel moment il faut faire certaines choses, en fait. Donc, voilà. D'accord. Bon, on a fini. Ça a été très long. Merci à vous, les auditeurs, d'être restés jusqu'ici. Moi, j'ai trouvé ça court. Ah oui. En tout cas, ça a été très long. Je pense, je n'ai pas encore regardé le temps, mais je pense que c'est l'un de nos plus longs épisodes. Mon Dieu. Merci, donc, Charlie. on va prendre votre mot de fin rapide, et puis on va se dire au revoir. Vas-y, au revoir. Faites ce que vous aimez avec passion. Et moi, je vais dire, ne lâchez rien et continuez de vous battre. Franchement, merci beaucoup les gars. Merci beaucoup à mes classiques Bessieux-Arts d'être passés. Merci à Harris, merci à André Charles. Merci, ça a été un vrai plaisir. Franchement, vous m'avez beaucoup appris aujourd'hui. Et du coup, je vais vous chercher. Je vais chercher toutes vos boîtes. Je vais postuler sur LinkedIn. En tout cas, merci infiniment à vous deux pour le temps que vous nous avez consacré et pour la richesse de vos propos. Et j'espère que votre parcours sera une inspiration pour tous ceux qui, au Gabon ou ailleurs, rêvent de construire leur propre chemin et ont pris la peine de nous écouter jusqu'à maintenant. Donc, dans le prochain épisode, on restera dans l'intimité de cette génération de fiers trentenaires expatriés. Nous allons aborder un sujet tout aussi important, les défis de vivre loin de sa famille et de ses proches. Et comme cet épisode, une autre surprise vous attend. Nous aborderons la difficulté que cela peut être de vivre sa trentaine loin de ceux que l'on aime. N'oubliez pas de rester alerte sur nos stories Instagram pour participer à la question de l'abonné. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'était Les Fiers Trentenaires, votre podcast qui traite de la vie, des défis et des moments qui façonnent une trentaine optimiste, épanouie et forte. Merci encore de nous avoir écoutés. À la prochaine. Bisous!